kleine vertraging mogelijk tussen klank en beelden, dus onze excuses daarvoor. Voilà. Donc vous nous suivez en ce moment même sur la chaîne YouTube de Smart ainsi que sur les différentes pages Facebook belges et françaises. Nous allons aujourd'hui faire part de différents sujets, de différentes informations que nous souhaitons vous partager. Tout d'abord, vous indiquer que les présentations seront assurées par nos deux co-dirigeants de la coopérative Smart, Maxime Dechaine et Anne-Laure Degris, ainsi que Nicolas Wallet, notre directeur administratif et financier. Alors, dans l'ordre des présentations, tout d'abord, Maxime Dechaine abordera un petit peu les différentes actions qui ont pu être déployées ces dernières semaines pour faire face à cette situation et vous accompagner, nous accompagner dans cette période difficile. Il reviendra sur des aspects tant liés à notre accompagnement économique qu'à nos actions de plaidoyer, qu'à différentes actions en matière de solidarité coopérative qui ont pu être développées. Suite à cela, Nicolas Wallet, notre directeur administratif et financier, reviendra sur une situation plus détaillée au niveau financier et économique. Où en sommes-nous aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut attendre des semaines qui viennent. Par la suite, Anne-Laure Degris prendra la parole pour un petit peu vous donner des informations quant à la poursuite de nos activités et à la reprise partielle de nos activités en présentiel et de l'ouverture de nos bureaux. Et ensuite, Anne-Laure Degris et Maxime Dechaine vous donneront plus d'informations sur des éléments de perspective, à savoir comment est-ce que demain, nous pourrons co-construire différentes choses pour poursuivre notre développement coopératif. Je m'arrête un petit instant parce que je vois qu'il y a peut-être quelques problèmes de son. Facebook pose problème visiblement. Voilà, mais écoutez, j'espère que le son est résolu depuis lors. En tout cas, voilà, vous êtes sur le live, vous nous suivez pour cette session qui va faire le point sur le plan Corona que Smart a mis en place. Qu'est-ce qui a été fait à cet égard? Quelle est la situation actuelle et quelles sont les perspectives d'avenir? Enfin, avant de céder la parole à Maxime Dechaine, je vous précise qu'il vous est également possible de poser vos questions à travers les différents chats sur Facebook ou sur YouTube. N'hésitez pas à préciser dans votre question qui vous êtes, si vous êtes membre sociétaire et depuis où vous posez votre question, de quelle ville. Je vous indique aussi déjà dès à présent qu'après la présentation de Maxime Dechaine, d'Anne-Laure Degris et de Nicolas Wallet, qui devrait durer environ 45 minutes, nous aurons une séance de questions-réponses qui permettra de répondre à une série des questions que vous vous posez. Je vous invite vraiment à essayer de formuler vos questions, plutôt dans une optique, on va dire, collective, généraliste. Les questions individuelles ne pourront certainement, malheureusement, pas être toutes traitées ici. Cependant, sachez que nous répondrons à toutes les questions dans la foulée d'ici quelques jours en reprenant contact avec vous. Je vous invite aussi, et pour rappel, à vous indiquer que vous pouvez toujours prendre contact avec votre bureau le plus proche dont les coordonnées figurent sur notre site internet smart.co afin de pouvoir traiter vos éventuelles questions et que nous avons également mis en place une fac sur notre blog qui s'appelle chronique.smart.co. Voilà, encore une fois, bienvenue. J'espère qu'à présent, les problèmes de son sont entièrement résolus et que vous nous écoutez toutes et tous, que vous êtes bien installés. Et je cède sans plus attendre la parole à Maxime Dechaine. Merci Maxime. Bonjour tout le monde. Je me joins aux remerciements d'Yvon. Merci de prendre de votre temps pour d'abord nous écouter et puis pour échanger avec nous sous forme de questions-réponses. Alors, quand Anne-Laure et moi-même avons pris nos fonctions à la tête de Smart en octobre, on s'attendait à un challenge, c'est clair, mais on ne s'attendait clairement pas à faire face à une telle situation. Voilà, mais on peut vous assurer qu'on met tout en œuvre pour que chacun et chacune soit soutenu et surtout pour que collectivement, on puisse sortir le plus rapidement possible, en tout cas revenir à une situation normale. Évidemment, malgré ce dispositif, nous sommes bien conscients que de nombreuses personnes d'entre vous, nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas pu être là aujourd'hui, vivent des situations difficiles pour le moment. Difficiles humainement, difficiles économiquement. C'est clairement quelque chose qui reste toujours à notre esprit. Être dans une entreprise partagée comme Smart,
c'est un plus, en tout cas, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on défend, mais ça ne permet pas non plus de faire des miracles. Il n'y a pas un trésor de guerre ou une grande somme d'argent qui attendrait quelque part, capable de compenser 2, 3, voire plus pour certains, mois de perte d'activité complète. Même le fonds de garantie salariale qui fait partie de l'histoire de Smart n'a pas été prévu pour ça. Rien, personne, de toute façon, n'a jamais prévu nulle part une situation telle que nous vivons actuellement. Voilà, et évidemment, il reste des combats à mener, tout n'est pas terminé, pour faire reconnaître, la manière d'entreprendre et de mener des projets, que vous avez choisis en rejoignant une entreprise partagée, collective et coopérative. La question qu'on se pose chaque jour, quand on travaille, c'est pas: «Est-ce que grâce à Smart, ça devient facile pour les personnes qui ont des projets?» On n'est pas dupes, on n'est pas idiots. Évidemment que c'est pas facile pour vous. Ce qu'on essaye de nous guider, on n'est pas prétentieux au point d'imaginer que par notre action, tout d'un coup, les problèmes disparaissent. Ce qui nous guide, c'est plutôt de se poser la question: «Qu'est-ce qu'on peut faire, pour que, en faisant partie d'un projet partagé comme le nôtre, collectif, ça se passe mieux pour les personnes que si elles étaient isolées, seules, en train d'entreprendre, chacune dans leur coin?» Voilà, et là-dessus, malgré quelques tâtonnements, malgré très certainement beaucoup de choses encore à améliorer dans Smart, nous restons convaincus, et que cette crise l'a encore démontré, que l'entreprise partagée, la coopérative, c'est un des meilleurs modèles pour, mener ces projets. Toutes les mesures que nous avons développées pour réagir à la situation, et puis que maintenant nous allons développer pour essayer de refaire la transition vers une vie plus normale, n'aurait probablement pas été possible, pour des projets individuels. Voilà. Avant de commencer à faire le point sur ces mesures, justement, pour un peu lister ce qui a été fait et ce qui est prévu, il me paraît très important, de prendre une minute pour remercier chaleureusement les équipes mutualisées, donc les collègues qui travaillent de façon, pérenne chez Smart, qui, donnent, le meilleur d'eux et d'elles-mêmes dans des conditions de travail et ou familiales, pas toujours faciles, voire même parfois franchement difficiles. Personne n'est épargné, par la situation, et nos collègues ont à nouveau, hein, c'est pas la première fois, démontré une réelle, au-delà d'une grande rigueur professionnelle, une réelle volonté, d'essayer d'aider au mieux, de les personnes que nous on appelle nos collègues, et qui sont, donc les membres, les personnes qui utilisent Smart pour développer leur activité. Voilà. Après ce long prélude, je vais vous faire un petit résumé, des mesures qu'on a mis en place dans un premier temps en réaction à la situation. C'est évidemment impossible de tout lister, il y a eu beaucoup de travail qui a été fourni. Je vais vous faire un petit focus sur, les quelques plus importantes. À commencer par, le blog, chronique qui était mis en place. Donc, Smart doit être en contact en Belgique et en France avec, 25 000 sociétaires en Belgique, plus de 10 000 en France. Le contact individuel avec les équipes et les conseillers, c'est bien. Quelques news sur un site web, c'est bien, mais on avait besoin d'un outil plus large, plus efficace, plus flexible, et donc nous avons mis en place et un blog où, nous essayons de partager le plus d'informations possible, où il y a la place pour des commentaires, des questions, et nous le doublons d'une communication hebdomadaire par mail pour faire le point sur la situation, pour donner des nouvelles, pour essayer de garder le contact. Heu, Évidemment, au cœur de la réaction, il y avait la question de l'accompagnement, des prestations annulées, donc des pertes d'activité, que vous avez subies sur la période. Nicolas reviendra, Nicolas, donc notre collègue directeur administratif et financier, sur les chiffres dans un instant. L'objectif de tout ce qu'on a mis en place, c'était de limiter l'impact économique sur les activités autant que faire se peut, de nouveau, et d'essayer de rendre éligible un maximum de personnes au dispositif d'aide publique. Ça en est notamment le cas autour de tout le travail autour de la mise au chômage temporaire, qui, pour rappel, par exemple, n'était pas accessible pour les Belges au début, puis l'est devenu. Heu, Ça a été un peu, je ne dirais pas laborieux, mais ça a pris un peu de temps à se mettre en place. Il faut savoir aussi que c'est parce que, les gouvernements eux-mêmes ont mis un peu de temps à se mettre en place. Les décisions sont tombées, et puis il faut les analyser, les interpréter. Elles ont parfois été réinterprétées par les gouvernements, donc il fallait adapter tout ça, il fallait adapter l'outil informatique. Donc, tout ne s'est pas passé de la façon la plus fluide et la plus limpide.
Mais tout le monde a fait au mieux et aujourd'hui la situation est relativement sous contrôle. En plus des mesures concernant les contrats annulés, nous avons mis en place, d'autres mesures, de soutien à la période et notamment, on a essayé de reporter la plupart des dettes que certains ou certaines, des membres pourraient avoir envers la coopérative. Je pense à des remboursements de prêts qui auraient pu être faits, pour investir, à des plans d'apurement de dette. Certaines personnes sont simplement en situation de dette, voire, des reports de certains loyers pour ceux qui occupent des bureaux dans un autre tiers-lieu. J'annonce aussi ici qu'on est sur le point de finaliser un système qui permettra d'avancer certaines notes de frais, même si vous ne disposez pas du cash nécessaire dans votre activité, pour vous les payer selon les conditions normales. Ça permettra, de donner un peu d'air, financier à certains et certaines. On sait que ça arrive de nouveau, pas ça aurait pu être, un peu plus tôt, mais on a souhaité prendre le temps de faire les choses bien et de s'assurer de ne pas mettre en place un système, donc il y aura certaines conditions, pour ces avances de notes de frais, de mettre en place un système que nous serons capables de soutenir derrière. Parce que faire des promesses, qu'on ne pourra pas tenir après, ce n'est pas quelque chose de très simple. Sur le volet de ce qu'on a appelé la solidarité coopérative, l'idée derrière ça, c'est de dire Smart, ce ne sont pas que des activités économiques, mais c'est aussi, voire même surtout, une communauté de personnes derrière les termes porteurs de projets ou travailleurs ou même parfois entrepreneurs. Et il y a aussi plus simplement des gens, des personnes qui ont été parfois mises en difficulté par la crise, difficultés parfois économiques, parfois sanitaires et donc avec des conséquences économiques. Et nous avons proposé d'essayer d'aider à la mesure parfois symbolique, mais que les moyens collectifs nous permettaient. Et donc voilà, à date du 13 mai, la dernière fois qu'on a fait le relevé, il y avait 160 demandes d'aide belges et françaises qui ont été introduites et prises en compte. Et voilà, on a essayé d'aider les personnes à hauteur pour aujourd'hui un total d'un peu plus de 100 000 euros sur cette aide d'urgence. Et donc pour rappel, cette aide est toujours ouverte. Vous pouvez y faire appel en envoyant un mail à l'adresse solidarity avec un Y, donc en anglais, @smart.coop. Et nous rappelons que l'équipe qui traite ça est une équipe vraiment dédiée, que la confidentialité est assurée. C'est pas quelque chose qui est mis sur la place publique, évidemment. Dernier élément que je voulais mettre en avant sur l'action effectuée jusqu'à présent, c'est notre travail de plaidoyer, de lobbying, suivant ses goûts, on l'appellera comme on veut. Nous n'allons certainement pas nous attribuer le mérite de ce qui s'est passé seul, parce que nous avons beaucoup travaillé avec des partenaires, et notamment de façon assez proche avec les organisations syndicales. Mais on pense quand même que ce travail a contribué, avec le travail aussi d'autres, à diverses choses, notamment l'assouplissement des dispositifs de chômage, y compris ce qui n'était pas acquis en Belgique dans un premier temps, l'accès au chômage temporaire pour les contrats courts, la mise à l'agenda politique, des questions autour du statut de l'artiste ou de l'intermittent du spectacle en France, diverses mesures d'aide économique. Et comme par exemple à Bruxelles, la mise à disposition des coopératives comme la nôtre, des entreprises partagées, d'une enveloppe de 2 millions d'euros pour financer une forme de reprise. Et enfin, le fait que nous ayons participé à l'élaboration de toute une série de cartes blanches et des tribunes. Récemment en France, une tribune qui s'appelait Coopérer, une idée qui fait son chemin, par exemple. On pense que ça a participé, avec plein d'autres petites briques, d'autres acteurs de la société civile, à fabriquer les bases d'un mouvement progressif pour des gens qui voudraient penser l'après coronavirus sur un monde un peu différent. Voilà. Merci beaucoup, Maxime Dechaine, pour cette présentation d'une panoplie de mesures que nous avons tenté de mettre en place pour faire face ensemble à cette situation absolument inédite dans tous les sens du terme. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Nicolas Wallet, notre directeur administratif et financier, qui va nous dresser donc un petit état des lieux de où est-ce que nous en sommes actuellement d'un point de vue économique et financier, et là aussi les mesures qui ont été prises pour pouvoir y faire face. Nicolas, je te cède la parole. Merci.
vous présenter un petit peu la situation de Smart, c'est vous présenter d'une certaine manière en fait je dirais une activité en fait globale en fait de l'ensemble du groupe qui est plutôt une activité qui est portée par nos sociétaires, par nos membres, mais également en fait au sein de ce budget après un budget qui est mutualisé et qui permet de financer un certain nombre de services mutualisés. Donc voilà un petit peu le difficile exercice auquel j'essaie de me plier. On a prévu de diffuser un petit peu les quelques chiffres que je peux vous relater, histoire de vous permettre de suivre aussi cela de manière un petit peu plus aisée que uniquement avec une présentation orale. Ça, je vais laisser évidemment en fait mes collègues de la Régie TV en fait opérer. Voilà, merci. L'activité du groupe dans le cadre de cette crise et donc à partir de la mi-mars a connu évidemment en fait on pourrait dire presque un coup d'arrêt, c'est-à-dire que depuis la mi-mars, et on peut le voir sur cette première diapo, et j'espère que chacun arrive à suivre suffisamment confortablement. Nous étions partis, que ce soit en France ou en Belgique, sur une tendance en tout cas de croissance de notre activité, l'activité de nos sociétaires, avec un très beau mois de janvier en fait qui démarrait, un mois de février en fait qui consolidait en fait une croissance de nos activités, et puis bien évidemment au mois de mars, à la mi-mars, en fait un début de décroissance de cette activité. Voilà, donc il se chiffre à hauteur de 25% en Belgique, puis 46% en avril, ce qui est quand même significatif, et pour Smart France, de l'ordre de 14%, puis 64% au mois d'avril. Ces chiffres en fait illustrent bien évidemment en tout cas une perte de marché, une perte d'affaires en fait pour nos sociétaires, et bien évidemment les conséquences que l'on connaît à ce genre de diminution, ce sont des journées perdues de travail pour nos sociétaires. On dénombre plus de 40 000 journées perdues, en tout cas sur cette période, ce qui est significatif, des journées de travail. Et si l'on essaye d'étirer un petit peu cette prévision jusqu'à la fin de l'année, on pourrait imaginer, et bien évidemment les prévisions sont difficiles à faire dans ce contexte, mais on pourrait imaginer pour l'instant que Smart Belgique ait perdu l'équivalent de près de 2 mois de travail, et Smart France pas loin de 4 mois. Donc voilà, la situation sur le plan du recul de notre activité est sérieuse. La difficulté que l'on éprouve actuellement, effectivement, c'est d'essayer d'étirer cette évolution en fait dans les mois à venir, et nous allons nous efforcer bien évidemment en fait de suivre cette actualité pour nous assurer bien évidemment d'ajuster ensuite l'ensemble de nos charges à nos ressources. La conséquence pour la structure mutualisée qui donc est la structure, enfin en tout cas le budget qui porte l'ensemble des frais de fonctionnement de Smart, qu'il s'agisse en fait des outils informatiques, de l'accompagnement et de l'ensemble des autres outils déclaratifs par exemple, ce budget bien évidemment sera impacté par cette baisse de chiffre d'affaires. Je propose de passer à l'étape suivante. Le deuxième point marquant, si on veut bien passer la deuxième. Ça arrive. Donc le deuxième point en fait qui est marquant en fait dans cette période, c'est que bien évidemment les créances de nos clients commencent petit à petit à s'allonger, avec des délais de règlement de nos clients qui s'allongent, passant de près de 17 jours à près de 22 jours. On est encore loin en fait de données qui seraient, on va dire, dangereuses pour Smart, mais pour autant, en fait, c'est significatif cette évolution entre le premier jour du confinement et en tout cas les derniers jours sur lesquels nous avons fait ces relevés, c'est-à-dire pas plus tard qu'hier. Un allongement qui signifie également en fait de la part de nos clients, et nous devons en tout cas à la fois d'être extrêmement fermes, mais en même temps à l'écoute de nos clients, c'est-à-dire que nos clients on commence à connaître aussi des difficultés de règlement. Donc voilà, nous avons une grande disponibilité de leur part, mais bien évidemment, nos délais de règlement s'allongent. Le corollaire de tout cela, c'est que ça, c'est deux éléments en fait pour poser un petit peu la toile de fond et le contexte dans lequel l'équipe de Smart essaye, l'équipe en charge notamment de la finance, essaye de ménager un petit peu les finances de Smart. Le premier point en fait que nous avons tenu à mettre en œuvre, c'est de mettre en place toutes les actions correctives pour ménager la trésorerie.
La trésorerie est l'un des éléments en fait, dont nous devons disposer pour pouvoir faire face à l'ensemble de nos obligations quotidiennes, mensuelles, en qualité d'employeur de nos sociétaires. Et donc, ce que nous avons fait, c'est un ensemble de mesures visant à ménager et à aménager en tout cas le niveau de trésorerie dont nous disposons. Les mesures sont relativement simples. Il s'agit en fait d'aller solliciter de la part des caisses sociales ou du fisc des aménagements et des étalements du paiement de l'ensemble de ces cotisations ou de ces impôts. Ce sont des mesures qui ont été sollicitées assez automatiquement et qui ont été obtenues, j'oserais dire sans grande difficulté. Par ailleurs, d'autres dispositifs ont été mobilisés. Nous avons réfléchi bien évidemment aussi au report de paiement en fait auprès de nos fournisseurs, mais nous avons également sollicité les pouvoirs publics qui nous font confiance en nous octroyant quelques subsides, ce qui n'est peut-être pas en tout cas une grosse part du modèle économique de Smart, mais nous avons pu également anticiper et accélérer les paiements de certains subsides. Et voilà. Et la dernière part en fait de cet effort a été de réfléchir à une mobilisation d'emprunts bancaires ou du moins auprès de partenaires financiers. Le travail est encore en cours auprès d'un certain nombre d'entre eux. Et donc, ce que l'on vous annonce ici, c'est les effets de l'ensemble des mesures pour l'instant qui sont réellement acquises. Et donc, à ce titre, Smart Group France-Belgique a réussi à mobiliser plus de 21 millions d'euros d'appui, dans la mesure où, pour aider la trésorerie belge, nous avons mobilisé 20 millions et en France, 1,3 million. L'effet de ces dispositifs sur la trésorerie à court terme, c'est que nous avons pu assurer sur les mois d'avril et de mai, et vous voyez ici un graphique rose en fait pour la Belgique et bleu pour la France, qui nous indique globalement en fait que nous sommes dans les objectifs que nous nous étions fixés, c'est-à-dire de disposer d'un mois de trésorerie. Ça peut paraître peu, ça peut paraître beaucoup, les montants peuvent impressionner. En réalité, il s'agit historiquement des montants en fait, dont Smart dispose pour pouvoir faire face à l'ensemble de ses obligations. Donc on est pour l'instant dans une situation que nous avons réussi à rendre, je vais mettre des guillemets, normale en termes de fonds de trésorerie. Cependant, donc j'insiste sur ce que j'ai dit au préalable, c'est que bien évidemment, cette trésorerie est aidée par l'ensemble des mesures que je viens de citer, qui pèsent quand même pour l'équivalent de 20 millions en Belgique et 1 million en France. Voilà un petit peu la trésorerie à court terme. L'autre projection que nous avons fait, c'est d'essayer de voir donc sur la diapo suivante une évolution de cette trésorerie à plus long terme, à moyen terme, j'oserais dire, c'est-à-dire dans les 18 mois qui suivent, avec pour l'instant un message en tout cas qui est celui-là, c'est que, on va dire toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire avec progressivement une levée des confinements et puis un redémarrage de nos activités économiques, nous espérons et nous pensons que cette trésorerie est suffisante pour affronter les 18 mois qui viennent. Que ça soit en Belgique ou en France, sans grande difficulté, voilà, mais à nouveau, bien évidemment, en fait, il s'agit d'être prudent sur les suites, bien entendu, de notre environnement économique et social. Dans ces prévisions, n'oublions pas de tenir compte du fait que nous avons également prévu la mise en œuvre de ce que l'on a appelé le plan Corona et sur lequel Maxime a déjà fait quelques références, c'est-à-dire injecter de l'argent au profit des activités de nos sociétaires, c'est-à-dire que la trésorerie que je vous présente est bien la trésorerie du groupe, c'est-à-dire qu'elle est là pour financer l'ensemble de l'activité d'un groupe d'entreprises, un groupe d'entrepreneurs, et donc les besoins, bien évidemment, des 35 000 sociétaires de Smart sont bien évidemment pris en compte dans ces projections. Par la suite, nous avons également dû étudier en fait des mesures en lien avec le budget, c'est-à-dire que, comme je l'ai présenté au démarrage, notre activité a baissé en tout cas significativement sur les mois de mars et avril, et bien que il a fallu être présent aux côtés de l'ensemble des sociétaires et il a fallu répondre présent avec un certain nombre de nos infrastructures. Nous avons dû malgré tout faire le choix de fermer nos bureaux, mais également à un moment de se poser la question de la mise au chômage partiel
d'un certain nombre, et je dirais de quasi la totalité de nos collaborateurs, en tout cas la quasi-totalité de nos collaborateurs à temps partiel. Donc ça a été une mesure qui a été relativement importante. Donc nous avons par ce biais travaillé à la fois sur la réduction temporaire de la masse salariale, et ce qui est expliqué ici, cela permet d'envisager une économie de près de 850 000 € sur l'année. C'est un effort qui est conséquent, c'est un effort qui, sur le plan humain, par ailleurs, a aussi en fait à la fois été un mélange en fait de solidarité, mais également d'un vrai effort consenti par les personnes concernées. Mais par ailleurs, ce n'est pas le seul poste sur lequel Smart a dû réfléchir pour faire un quelconque effort. Nous avons également en fait réduit un certain nombre des prestations externes qui sont rendues pour le compte de la structure mutualisée, et également baissé un petit peu les achats. Il est évident en fait que la fermeture de l'ensemble de nos infrastructures joue en la faveur d'une économie plus que substantielle, en tout cas sur les coûts de fonctionnement. Donc voilà les mesures que nous prenons, non de gaieté de cœur, mais en tout cas avec un esprit responsable pour ajuster, tant que faire se peut, nos ressources et nos charges. Il est difficile d'apporter en fait une vue précise sur les résultats de la structure à la fin de l'année. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de directeurs financiers qui vont se retrouver à l'aise pour avancer des prévisions de cette nature. Il faut savoir qu'en 2019 et en 2018, Smart avait réalisé des résultats, on pourrait dire substantiels, mais en tout cas substantiels qui avaient, et comme on le précise en assemblée générale, résultats qui avaient été réinjectés dans le cadre des projets de Smart et dans le cadre de son fonctionnement. Il est évident en fait que la dégradation de notre activité en 2020 va nous amener à connaître une année beaucoup plus neutre en termes de résultats en Belgique. Et il est évident en fait que la structure française ne parviendra pas à conclure un exercice à l'équilibre, étant donné que sur 2019, c'était déjà le cas. Il ne semble pas possible, avec un recul de l'activité, de conclure une année à l'équilibre. Donc, ces résultats vont avoir une forte influence sur la capacité, en tout cas, de Smart à pouvoir poursuivre un certain nombre de projets, d'où l'idée, malgré tout, en fait, de faire les efforts auxquels je viens de faire référence juste avant. Si je voulais amener quelques éléments de conclusion, qui sont peut-être juste écrits un tout petit peu ensuite, merci. Il est certain qu'aujourd'hui, si l'on regarde la structure financière de Smart, à savoir la trésorerie dont elle dispose dans ses comptes, aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter en fait d'avoir adopté le modèle économique coopératif tel que nous l'avons adopté, qui permet à la fois de constituer du capital, qui permet à la fois de le compléter avec les réserves qui sont les excédents annuels sont injectés en réserve et servent à amortir des situations comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Donc, d'une part, il est évident en fait que le modèle coopératif aura joué positivement dans l'état financier de Smart. Bien évidemment, les résultats de cette année ne vont pas permettre de renouveler ses fonds propres, mais en tout cas, on reste à ce stade positif sur notre capacité à encaisser le coup, comme on dit. Par ailleurs, ce qui me paraissait important également de signaler, c'est la capacité en fait qu'a Smart, grâce à ce budget, à maintenir d'une certaine manière un équilibre délicat entre une qualité de service qui est rendue et qui est envisagée pour l'ensemble de ses sociétaires, tout en se montrant responsable, en tout cas dans la gestion de son budget. Voilà un petit peu l'idée, en tout cas à travers ces différents efforts que l'on fait pour maintenir dans de bons niveaux, en tout cas, notre résultat et notre trésorerie. C'est pas tellement en fait pour que la structure mutualisée Smart se suffise à elle-même, c'est essentiellement en tout cas pour permettre de maintenir l'ensemble de nos engagements qui sont l'accompagnement et ensuite d'envisager surtout la relance des activités. Voilà un petit peu les objectifs que nous nous sommes fixés.
Merci beaucoup Nicolas pour tous ces éléments qui nous permettent d'avoir une vue assez claire sur la situation actuelle. Donc après avoir fait un petit peu le bilan ou en tout cas mis en avant quelques initiatives qui ont été prises de faire un point sur la situation, je vais à présent passer la parole à Anne-Laure Degris qui est notre co-dirigeante avec Maxime Dechaine pour un petit peu envisager le présent. Les déconfinements sont en cours tant en Belgique qu'en France. Les activités reprennent petit à petit à la normale. Les bureaux se réouvrent. Qu'en est-il pour Smart? Merci. Bonjour à toutes et tous. D'abord, je m'associe aux remerciements qui ont été exprimés tant pour les membres de l'équipe mutualisée qu'auprès de la communauté. Je peux ajouter que si tous les jours, nous travaillons à apporter des éléments de réponse. Évidemment, nous n'en disposons pas, nous ne disposons pas de toutes les réponses aux questions que vous vous posez ou que nous-mêmes nous posons. On construit les réponses au fur et à mesure où nous apprenons les mesures prises par nos gouvernements. En aucun cas, évidemment, on ne pourra se substituer ni au rôle de l'État, ni pallier les pertes de revenus subies par nombre d'entre nous, même si le système SMART permet de les amortir largement. On reste à l'écoute. On peut également relayer votre voix, les demandes de nos différents secteurs professionnels ou métiers à travers des actions lobbying que l'on mène peut-être pas tout à fait au quotidien, mais très régulièrement depuis le début de la crise, et puis dans une perspective plus large, coopérative européenne. Ça peut sembler assez peu de choses aujourd'hui, mais cette crise, elle aura un impact, elle aura un après, et on entend bien nous en servir pour agir en faveur de nos droits sociaux. Depuis le début de la crise, donc on a été présent chaque jour, alors pour la plupart d'entre nous en télétravail, en tout cas pour l'équipe mutualisée, et on a continué d'agir au bénéfice des membres de la coopérative. On s'est attaché à envisager à la fois l'urgence dans laquelle tous et toutes on s'est retrouvés et à la fois les perspectives de déconfinement. Et donc voici comment on envisage la reprise progressive des activités en présentiel. Donc tous nos bureaux, antennes, tiers-lieux s'organisent actuellement pour mettre en place les équipements, les protections sanitaires, les commandes de masques pour ouvrir à partir du 8 juin. Et pour accueillir le public, alors au démarrage, ça sera uniquement sur rendez-vous à partir du 15 juin. Tout ce qui relève des protections individuelles, des masques lavables, des visières, du gel et tout ce qui nous sera nécessaire à chacun se protéger sera mis à disposition du personnel de l'équipe mutualisée. Et en tout cas, aujourd'hui, on n'est pas organisé pour pouvoir produire ni distribuer ces protections individuelles à l'ensemble de la communauté, mais on pourra partager bien évidemment l'information dont on dispose pour se fournir et puis l'ensemble des normes sanitaires. Depuis la semaine dernière, nous vous diffusons, en tout cas à destination des activités des membres, tout ce qui est relatif au protocole sanitaire et les conditions d'exercice d'activité. L'intention, c'est de veiller à ce que celle-ci, pour vous, pour nous et pour tous, qu'elle se passe dans un cadre sécurisé pour tout le monde et puis pour l'ensemble de nos clients. Des activités restent interdites, bien évidemment tout ce qui concerne le spectacle vivant, tout ce qui concerne l'hôtellerie, toutes les activités d'animation en groupe et bien d'autres. Et on est en suivi des mesures gouvernementales au fil de l'eau et on adapte les informations que nous vous partageons à chaque fois. On continue à accueillir les nouvelles personnes qui souhaitent rejoindre Smart. Les sessions d'infos en ligne ont repris ce mois-ci. Et si vous vous connectez sur le site internet, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Un autre point aussi qui nous permet de rester en lien et auquel on tient beaucoup, c'est tout ce qui a trait à la vie coopérative. Nous préparons l'Assemblée générale et ce n'est pas le confinement qui nous empêchera de la mener de façon participative. Donc avec l'ensemble des conseils d'administration,
Tout ça se prépare. Il y a le vote électronique qui était déjà possible depuis plusieurs années, et donc on va intensifier tout ce qui relève de notre présence digitale, tout ce qui est en ligne, pour offrir à toutes et tous la possibilité de s'informer, de participer, de questionner et de pouvoir échanger au sujet des résolutions qui seront proposées prochainement, donc le 22 et 23 juin. On espère aussi que cette présence digitale, elle permettra à toutes celles et ceux qui n'avaient pas la possibilité de nous rejoindre les années précédentes à Lille et à Bruxelles d'être présents en ligne. Documents support, capsules vidéo vont être mises en ligne. On est en train de concocter tout ça pour soutenir en tout cas la compréhension des rapports d'activité et rapports financiers qui seront mis à votre disposition. Vous rappelez que le conseil d'administration de la coopérative française se renouvelle en totalité cette année, donc les candidatures sont ouvertes. N'hésitez pas à prendre contact et surtout si vous avez envie de vous présenter, vous êtes les bienvenus. Et enfin, des visioconférences seront proposées début juin pour préparer les votes et puis répondre aux questions s'il y en a. C'est un temps important de notre vie démocratique et on espère vous avoir nombreux en ligne avant de pouvoir se retrouver probablement à la rentrée. Merci Voilà Anne-Laure pour cet état des lieux. En effet, de la situation actuelle, je te laisse reprendre ton souffle avant de passer à la dernière partie de cet exposé et puis d'en venir aux questions que vous vous posez. Je vous rappelle donc que vous avez la possibilité de poser vos questions sur la chaîne YouTube ou le Facebook par lequel vous nous suivez. Vous n'êtes pas loin de 500 personnes, m'indique-t-on, à nous suivre, donc nous vous remercions pour cela. Alors, demain, maintenant, nous allons aborder donc cette partie-là, l'après-crise que l'on espère et qu'on attend évidemment tous. Alors évidemment, difficile de dire comment est-ce qu'elle va se passer très concrètement et surtout quand est-ce que cette crise sera totalement derrière nous, mais comment est-ce que Smart peut contribuer à en tout cas accompagner ces sociétaires dans cette situation? Et oui, comment va-t-on travailler demain? Quel que soit le terme utilisé, il y a un après-crise avec des questions qui vont se poser sur nos manières de travailler, nos priorités, le sens, la marque que le coronavirus, je n'arrive plus à le prononcer ce terme, aura laissé sur le monde du travail. Ce qui est certain, c'est qu'à ce jour, un nombre d'entre vous se demandent comment redémarrer ou continuer son activité ou reprendre ce qui a été abandonné, comment faire pour rapidement retrouver un équilibre financier qui peut être aussi parfois familial ou social. Donc on peut réfléchir avec vous à comment retrouver cet équilibre et on maintient des espaces d'échange. On a cité le blog. Je vous ai partagé quelques temps de conférences qui peuvent se faire en ligne pour maintenir les espaces d'échange, de dialogue et de réflexion. C'est vraiment primordial pour la période qui s'ouvre. Quelques actions déjà prises ou à venir en vue de soutenir cette relance, pas dans le sens de repartir de plus belle, et comment faire évoluer, s'adapter ensemble. Vous avez peut-être pris connaissance, en tout cas c'est en ligne, on a lancé déjà des formations. Il y en a une quarantaine là qui sont accessibles en ligne à tous les sociétaires au niveau européen, en 3 langues, en français, en néerlandais et en anglais. Ce volet a été accéléré puisqu'on avait déjà prévu de développer tout ce qui est accès en ligne, mais elles viennent pour soutenir les activités qui peuvent avoir lieu, permettre à celles et ceux qui disposent de temps de se former ou d'envisager différemment leur activité, puisque pour certains d'entre nous, il faudra se réorienter, s'adapter, en tout cas pendant encore un certain nombre de mois, et puis être disponible aussi aux nouvelles personnes qui le souhaitent pour rejoindre Smart. Pour la suite des mesures qui sont en place, je te cède la parole, Maxime, avant de passer aux échanges et aux questions-réponses avec les personnes en ligne. Oui, merci Anne-Laure. Alors, on a déjà évoqué des formations.
Je reviens sur quelque chose que j'avais dit donc par rapport à une éventuelle compensation des pertes subies. Alors comme je l'ai déjà évoqué, hein, il n'y a pas une enveloppe spécifique, conçue pour compenser la perte de plusieurs mois d'activité pour une grande partie, de nos sociétaires, hein. Dans les estimations, comme le disait Nicolas, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas exactement de quoi on parle, mais disons que par rapport à l'année passée, on estime que globalement, l'ensemble des sociétaires, auront perdu en chiffre d'affaires entre 25 et 30 millions. Donc c'est évidemment impossible pour juste la collectivité privée que nous sommes de dire: «Ah bah, c'est pas grave, on va s'auto-financer ces 25 à 30 millions de chiffre d'affaires, de facturation qu'on aurait dû avoir». En plus de ça, oui, forcément, le nombre de faillites chez les clients, potentiels, même pour des prestations déjà passées, mais pas encore payées, risque probablement d'augmenter. C'est pas une surprise que la crise va avoir un impact sur les faillites et donc la mobilisation de nos réserves, du fonds de garantie notamment, qui sont prévues justement pour compenser, les éventuelles faillites, hem, il va falloir aller piocher dans ces réserves-là. Malgré cela, il est prévu, de proposer à une AG à venir, une enveloppe, hem, destinée à injecter des fonds dans les activités impactées par la crise. Mais on ne pourra faire cela qu'à 2 conditions. Bah, 1, qu'on ait une vision plus claire, de ce que nous pouvons collectivement nous permettre. On s'est bien dit: «Ah, on va injecter 3 millions dans les activités», mais est-ce que ces 3 millions on les a? Est-ce qu'ils sont disponibles? Sans mettre en danger, l'outil collectif et deuxièmement, une, vision plus claire de l'impact sur un peu chacune de vos activités. Parce qu'après déterminer un montant global, c'est une chose, mais déterminer comment il pourrait être réparti de façon juste et équitable, c'est évidemment une autre paire de manches. Donc voilà, une fois qu'on aura fait ce travail-là, il y aura une proposition qui sera soumise à une assemblée générale de Smart, pour décision. 2e point que je voulais présenter, c'est quand même, une question là par contre de financement à plus court terme. Donc on a parlé de relancer, de repenser son activité et beh, qui dit, repenser ou relancer, dit, souvent investir. Donc que ce soit dans du matériel ou de la formation ou le test ou le développement de nouvelles idées, ça demande souvent un peu de sous au départ pour pouvoir aller de l'avant. Donc qui dit investir dit besoin d'argent. Heu, Nous avons prévu, donc de mettre en place des mécanismes de prêt aux activités, qui en auraient besoin dans ce contexte-là, avec le taux d'intérêt le plus bas possible. On va essayer d'ailleurs de viser le plus proche de 0. Voilà et par exemple, on a déjà réussi à mobiliser, donc c'est là où on dit qu'on travaille, avec, les aides publiques. On a réussi à mobiliser, un soutien de, presque 2 millions d'euros de la région bruxelloise pour nous aider dans cet effort, de financement. Dernier élément à mettre en avant pour, justement accompagner cette, relance, cette reprise, cette réflexion, eh bien, c'est il y a l'accompagnement, dont vous pouvez bénéficier auprès de des équipes de terrain, des conseillers et des conseillères. Pour rappel, ils et elles ne sont pas juste là pour vous aider à utiliser Smart, évidemment que, ils font ça beaucoup, mais si vous le souhaitez, ils peuvent aussi vous aider à réfléchir avec vous sur votre projet, ses orientations, ses évolutions, vos besoins, la meilleure façon d'y répondre. Vous restez évidemment, les maîtres à bord de votre activité, hein. C'est pas le rôle des conseillers, c'est pas de vous dire ce que vous devez ou vous devez pas faire. Mais si vous souhaitez quelqu'un pour, échanger avec vous, vous apporter un regard extérieur, poser les questions que vous n'avez peut-être jamais pris le temps de vous poser, bah, ils et elles sont, là aussi pour ça et évidemment derrière eux en soutien, l'ensemble de la structure. Merci, Maxime. Merci Anne-Laure pour, ces éléments liés donc, à ces aspects plus portés sur, l'avenir et les perspectives et en tout cas, il est de notre volonté de faire tout ce que nous pouvons pour, vous aider à faire face, à cette situation. Cette présentation est donc terminée maintenant. Je vous en remercie encore Maxime, Anne-Laure et Nicolas. Nous allons donc passer un petit temps maintenant sur des questions qui nous ont été posées, tant sur, Facebook, que YouTube. Première question, que je vais t'adresser à toi Maxime, qui nous a été,
à laquelle tu as en partie répondu, mais peut-être que c'est bien de repréciser encore le propos. Question posée par Xavier Husdin. Pourquoi n'accorder des mesures d'aide seulement pour les contrats annulés pré-Covid et non pour la continuité de nos activités interrompues? Merci pour la question, Xavier. Je pense qu'il y a peut-être une mécompréhension. On n'accorde pas spécifiquement des mesures d'aide pour les contrats annulés. Il s'avère que pour les contrats qui ont été annulés, l'État a mis en place la possibilité d'accéder sous certaines conditions au chômage temporaire, et donc on a mis en place un système qui permettait de demander l'accès au chômage temporaire, etc. Mais on ne centre pas du tout les aides sur les personnes qui ont eu des prestations annulées. Tout ce qui a été listé, les formations qu'on essaye de mettre en place, les financements pour la relance, les aides d'appurement de dette, les reports de loyer, tout ça est accessible à l'ensemble de la communauté des utilisateurs de Smart et pas juste ceux qui ont des prestations annulées. Si par là, vous vouliez demander par contre, quand est-ce que Smart me donne de l'argent pour compenser mes pertes, mais je pense que je viens de répondre à cette question il y a quelques minutes en expliquant ce qui va être proposé autour d'une assemblée générale à venir, pour autant que les conditions que j'ai évoquées soient réunies. Merci Maxime. Nous allons passer à une question suivante posée par Gaël Olokou sur le Facebook de Smart France. Donc Gaël souhaite revenir sur les activités du spectacle vivant qui sont interdites. Elle s'interroge de savoir s'il y a des exceptions. Elle songe notamment au spectacle de rue, de plein air, comme les criers, avec toutes les précautions bien sûr nécessaires à appliquer en termes de gestes barrières et de distanciation. Anne-Laure, vous avez dans votre réponse évoqué cet aspect-là lié à la reprise de certaines activités et des mesures sanitaires qui s'imposent. Est-ce qu'il est possible d'apporter des compléments d'information à cette question de Gaël? Oui, merci. Alors, on est en train de référencer actuellement, puisque ça peut être un peu différent, que ce soit en Belgique ou en France, sur ce qui est possible ou pas possible. Effectivement, les activités de crier, j'ai vu qu'elles commençaient à circuler. Donc, on référence tout ça en lien avec les consignes qui sont données par les différents ministères et gouvernements fédéraux ou locaux. On transmet tout ça par le biais du blog et qui est doublé à chaque fois d'un envoi de mail. Je n'ai pas la possibilité de nommer en ligne l'ensemble des activités qui se réouvrent. On voit que ça bosse beaucoup sur ce secteur-là, puisque c'est un de ceux qui est le plus touché en ce moment. Idem pour tout ce qui serait activité d'hôtellerie ou de restauration. Il y a déjà des aménagements en cours. Mais précision par écrit pour rester précis. Donc ça viendra dans la suite de cette conférence. Merci Anne-Laure. Et on m'indique aussi, pendant que tu répondais à cette question, que les activités du spectacle vivant, pour ce qui concerne ces activités-là, le nouveau décret du 11 mai prévoit ces règles au cas par cas. Et donc, nous renverrons certainement à Gaël ces informations précises dans la foulée de ce live. Je passe à une question suivante à laquelle je vais me tourner vers Maxime. Concernant une question qui nous est posée sur Facebook par un membre de Smart Belgique, qui évoque le fait qu'on parle d'une prime pour les intermittents. Comment peut-on savoir si on y a droit? Donc ce membre s'interroge, lui qui est membre de Smart, qui a un projet à la Smart, comme il le dit. Voilà, comment est-ce qu'on pourrait donner de l'information à ce membre-ci et plus généralement à notre communauté de membres sur l'accès aux primes qui sont mises en place par les pouvoirs publics? Y a-t-il déjà des choses qui sont accessibles à nos membres? Merci Maxime pour tes éléments de réponse. Voilà. Merci pour cette question. Alors, sur la prime pour les intermittents en elle-même, ma réponse est on ne peut plus simple. Je n'en ai pas la moindre idée à ce jour.
Tout simplement parce qu'à ma connaissance, après, de nouveau, dans la situation actuelle, les choses évoluent tellement vite. Mon information sur ce sujet précis est peut-être périmée de 2 jours, mais les conditions précises pour n'importe qui et pas que quelqu'un qui est chez Smart pour bénéficier de cette prime spécifique ne sont pas encore très claires, très connues. Et si les conditions sont connues, peut-être que les modalités, où il faut la demander, quel formulaire, ne le sont pas. Ce qui est certain, c'est que pour cette prime-là, comme pour d'autres mécanismes pour exister, mais celle-là est un bel exemple. Bon, il s'avère qu'il concerne principalement les gens en fédération Wallonie-Bruxelles, puisque c'est un mécanisme mis en place par le gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles, je pense. Notre rôle, il va viser à décortiquer dès que les informations nécessaires existent, essayer de comprendre c'est quoi cette prime, comment elle fonctionne, qui est éligible, mâcher cette information, la mettre à disposition sur le blog. Si elle nécessite des preuves de certaines actions professionnelles dont nous avons les données, parce que l'activité professionnelle est exercée via Smart, de faciliter la mise à disposition des personnes d'accéder à ces données. Si les critères sont suffisamment précis pour que nous-mêmes on puisse mesurer lister les personnes chez nous qui pourraient y être éligibles, c'est d'identifier ces personnes, de leur envoyer éventuellement une petite notification, un petit mail, un petit coup de fil pour leur dire tiens, est-ce que vous avez pensé à candidater à cette prime? Donc grosso modo, l'idée c'est d'aider les gens à comprendre la prime et à remplir leur dossier de demande de prime autant que faire se peut. La première étape étant là pour la prime en question, de commencer l'analyse et la compréhension dès que tout ça sera clarifié et produit par le gouvernement. Merci Maxime. Je me tourne maintenant vers Anne-Laure. Donc, comme vous l'avez bien compris et perçu dans notre exposé, Smart est un projet franco-belge qui s'applique donc sur les 2 territoires, qui a une histoire aussi différente sur ces 2 territoires, plus vieille en Belgique, puisqu'elle avait démarré déjà à la fin des années 90 ou 90, selon le point de vue. Anne-Laure, nous avons Val Fortina, qui est une sociétaire de Smart Train où vous êtes actuellement justement, qui remarque, selon elle, qu'il y a moins d'aide en France. Comment peut-on expliquer un tel différentiel avec la Belgique? Peut-on apporter quelques éléments d'explication par rapport à cela? Les réglementations sont différentes. Les mouvements et les rapports de force qu'on a réussi à mettre en œuvre sur un territoire ou sur l'autre sont différents. Donc on continue dans nos actions de lobbying à faire savoir ce qui se passe bien dans d'autres pays d'Europe et si certaines mesures peuvent être plus correctes. En Belgique, on avait aussi fait le relais des mesures allemandes qui avaient eu cours dès le début de la crise. Donc on continue ce travail-là. Ce qui peut être perçu différemment aussi, c'est que les mesures sont beaucoup plus déclinées par territoire en Belgique. Il y a le niveau fédéral, il y a le niveau régional, il y a le niveau local, ce qui est un peu différent pour la réalité française où majoritairement tout est coordonné par l'État et les ministères. On est quand même en lien et on référence aussi toutes les actions qui pourront venir en soutien de la reprise économique sur le niveau régional français. Donc tout ça, là aussi, on capitalise l'information, on la rend accessible et on est bien en attention de faire valoir le plus, le mieux disant, quel que soit le pays ou la région où nous vivons actuellement. Voilà ce que je peux partager pour le moment. Merci Anne-Laure. Nous avons une nouvelle question de Xavier Hudsin de Belgique, qui est donc très actif. Xavier s'interroge, Maxime, je me tourne vers vous, pour savoir comment est-ce que, dit-il, nous sommes considérés, nous, en tant que Smart, membres de Smart ou sociétaires de Smart, je suppose, indépendants, point d'interrogation, employés. Si employés, pourquoi n'avons-nous pas droit au chômage basé sur nos revenus mensuels? Et est-ce que Smart ne doit pas plus communiquer sur l'accès au chômage? Maxime. Donc, merci pour cette nouvelle question, Xavier. Chez Smart, le principe même encore de l'entreprise partagée, c'est justement d'avoir
le comportement et l'autonomie d'un indépendant, mais tout en ayant le statut de salarié. Donc, quand vous travaillez chez Smart, parce que c'est ça aussi toute la question, il y a des gens qui ont divers volumes de travail via Smart, mais quand vous réalisez une prestation, quand vous encodez un contrat Smart, vous travaillez bien sous le statut de salarié et c'est bien à la sécurité sociale des salariés que vous cotisez et que vous participez. Cette sécurité sociale propose en effet un accès à un revenu de remplacement, qu'on appelle le chômage, entre les prestations. Ce revenu de remplacement, il est conditionné, donc une grande partie de sociétaires ont, lorsqu'ils ne sont pas en prestation, déjà le chômage classique et ce qui était mis en place, ici pendant cette crise, c'est la possibilité pour les prestations qui devaient avoir lieu de retomber sur le chômage dit, économique, de force majeure ou temporaire. C'est un sujet sur lequel, la plupart de nos conseillers et conseillères, sont très bien formés et peuvent, dialoguer avec chacun et chacune d'entre vous si vous avez des questions, là-dessus, aussi bien sur les mécanismes généraux, même si on est moins formé sur les mécanismes généraux que ne le sont, les organismes qui permettent le paiement du chômage comme, les syndicats ou la CAPAC, mais plutôt sur l'analyse et dans votre cas individuel, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les conditions que je dois remplir pour pouvoir obtenir le chômage? Merci Maxime. Anne-Laure, je me tourne vers toi, plus en lien avec une question qui porte sur les mesures sanitaires. La question qui nous est adressée par Annelies Keimelan, qui est posée en néerlandais, mais que je vais ici traduire. Et je remercie aussi les partenaires qui nous permettent de réaliser cette traduction en live pour que nos amis néerlandophones puissent nous suivre. Anne-Laure, la question est la suivante. Est-ce que Smart devrait obliger ses partenaires à porter un masque? Alors, vous avez dit quelques mots sur les mesures sanitaires. Est-ce qu'il y a une volonté de Smart d'obliger ses partenaires, et ses partenaires étant plutôt entendus au niveau de ses sociétaires, à porter un masque lorsqu'ils se rendront sur les bureaux? Nos gouvernements ont émis des recommandations, voire des obligations, parfois dans certains lieux confinés ou dans les transports en commun. Le parti pris de Smart, c'est de chaleureusement recommander le port du masque dès qu'on ne peut plus respecter la mesure de distance spatiale, donc qui serait de 1 mètre en France, qui est d'1,50 m en Belgique. En tout cas, recommandation à porter un masque, à se protéger soi, à protéger les autres. Le virus circule encore, il est actif. Et au moment où on va reprendre le chemin du bureau, du travail et des activités, bien sûr, ce qu'on se souhaite, c'est de rester protégé le plus et le mieux possible. On ne pourra forcer personne à quoi que ce soit tant que ça n'est pas rendu obligatoire par le gouvernement. Mais prendre soin, je crois que c'est important au moment où on reprend différents contacts dans la rue, dans nos vies ou dans nos travaux. Voilà. Merci Anne-Laure. Nous allons prendre encore certainement quelques questions et puis petit à petit, arriver à la conclusion. Et je rappelle par ailleurs que toutes les questions auxquelles nous n'aurons pas pu répondre ici seront bien évidemment répondues dans la foulée où nous reprendrons contact avec vous. Maxime, je me retourne vers toi pour te relayer la question de Thomas Gobert, qui est un sociétaire de Smart Belgique, et qui s'interroge sur la manière dont nous sommes perçus en tant que sociétaire, donc en tant qu'entreprise partagée, par le gouvernement belge. Est-ce que notre nombre, et tu as quand même évoqué un chiffre en Belgique de quelques 25 000 sociétaires et en France un peu plus de 10 000, est-ce que notre nombre nous offre-t-il une force d'écoute ou sommes-nous considérés comme, entre guillemets, des indépendants comme les autres? Il me semble que c'est, le parfait moment pour faire une blague belge, c'est-à-dire comment sommes-nous perçus par le gouvernement belge? J'ai envie de répondre: lequel des 7 ou 8 gouvernements que nous avons, auxquels faites-vous référence? Plus prosaïquement et la réponse en fait est valable,
aussi pour la France, même s'il y a une autre échelle. J'ai envie de m'appuyer sur ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à nos actions de plaidoyer jusqu'à présent. La masse critique que représente Smart, alors c'est clair que sur un petit territoire de la Belgique, avec un nombre plus élevé de sociétaires que la France, c'est encore plus puissant, mais ça ne rend pas ça moins valide en France. Associé au réseau de partenaires avec lesquels nous travaillons, dont par exemple les syndicats, aide très clairement à faire entendre la voix de la forme de travailleurs un peu atypiques que vous êtes. Parfois on les appelle les intermittents de l'emploi. Voilà, des gens qui, par dérivation, aux intermittents du spectacle. Donc, des gens qui rentrent ni dans les cases du salariat classique, ni dans les cases de la dépendance. On contribue, comme d'autres, parmi d'autres, et grâce au poids qu'on représente, à faire porter le poids. Après, voilà, de nouveau, il faut garder et de l'humilité et aussi une forme de réalisme par rapport au pouvoir de ces gouvernements. Voilà, c'est complexe, c'est lent, ça évolue lentement, il y a des enjeux contradictoires, opposés. La situation des travailleurs est un des éléments qui intéresse les gouvernements pour le moment, parmi d'autres. Donc, c'est pas parce qu'on représente beaucoup de gens que tout d'un coup, ça nous ouvre toutes les portes et que tout peut se passer. Mais oui, pour répondre plus concrètement à la question, on a accès à des personnes qui nous écoutent, auprès desquelles on peut faire valoir notre point de vue, que ce soit nous seuls ou avec les partenaires avec lesquels on travaille, qui sont différents en Belgique et en France. Merci Maxime. Je me permets de préciser aussi que sur ces éléments-là que tu as évoqués, Maxime, en lien avec les interactions et les relations que nous avons avec les nombreux gouvernements belges, il y a également un article qui a été publié sur notre blog chronique qui évoque sous forme de récit un petit peu les différentes actions de plaidoyer que Smart tente de mener avec les pouvoirs publics en Belgique particulièrement et en France également. Je me tourne vers toi, Anne-Laure, pour te poser une question, mais qui a entre-temps visiblement disparu de mon chat de questions. Donc, un petit moment avant qu'elle réapparaisse, s'il vous plaît, qui portait sur les mesures de chômage pour les musiciens en France, le spectacle, le chômage pour les personnes actives dans le domaine du spectacle. La question ne réapparaît malheureusement pas devant mes yeux, mais donc je pense que tu l'avais comme moi vu. Laure, est-ce que tu as quelques éléments de réponse à pouvoir apporter sur ces questions-là? C'était notamment une question de Franche Buret qui nous était posée. Merci à toi, Anne-Laure. Oui, je peux apporter en tout cas des éléments partiels là-dessus. Jusqu'à la publication du décret mi-avril en France, les mesures de chômage temporaire n'étaient pas appliquées. Elles le sont depuis la publication de ce décret. Il aurait pu être mis en œuvre dès le mois de mai. Nous n'avons pas réussi à nous organiser en interne pour cela. Donc, ce que je peux vous partager, c'est que ça sera le cas à partir du mois de juin et que pour le moment, les collègues de l'équipe d'appui bossent sur les cas qui ont été plus difficiles pour vous pour le mois de mai et pouvoir apporter des éléments de réponse ou en tout cas en interne de Smart, mais que tout devrait se régulariser pour le mois de juin. Merci Anne-Laure. Maxime, je ne sais pas si tu souhaites apporter un complément de réponse par rapport à ça. Et si pas, ben, je me permets déjà alors de te poser la prochaine question. Je pense qu'on va encore prendre deux questions. Celle-ci nous est posée par Lucas Koen, qui évoque la question de l'aide des CPAS, en Belgique, les centres publics d'action sociale. Lucas Koen donc, nous dit « Bonjour, je comprends que vous ne puissiez pas payer une enveloppe de 25 à 30 millions d'euros pour payer chaque actionnaire de Smart. De 25 à 30 millions d'euros, c'est exact. Cependant, nous payons nos contributions et le système belge bénéficie d'aides pour les plus démunis comme les systèmes mis en place par les CPAS. Pour bénéficier de cette aide, il faut rendre une demande de chômage qui est faite par l'employeur, soit Smart. Pourriez-vous accepter que les responsables Smart signent ces demandes pour que nous puissions bénéficier d'une aide
fournis par ces centres publics d'action sociale. Que peut-on répondre, Maxime, à cette préoccupation que soulève Lucas? Alors, sur, sur l'aide spécifique du CPS, je ne vais pas pouvoir répondre en profondeur. Je maîtrise pas exactement les mécanismes, qui permettent d'accéder à tout ce qui pourrait exister en Belgique. Donc sur ce point précis, est-ce que quelqu'un peut signer quel papier? Je me permettrai, de légèrement botter en touche, mais de relier ça à la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure, à savoir que si en effet, en cotisant en tant que salarié, vos prestations en temps normal, vous avez droit à une aide du CPAS sous certaines conditions et que dans ces conditions, il est de notre devoir d'employeur de vous signer un papier qui affirme que vous avez presté pour nous, que vous avez fait tel ou tel, qui décrit la situation que vous avez lorsque vous travaillez avec nous. Évidemment que ce papier sera signé par Smart. On a la même chose, tous les mécanismes qui existent et dont nous avons connaissance, nous les étudions, on essaye de vous faire un mode d'emploi de voilà l'offre qui est l'aide qui existe, voilà comment y postuler et voilà les documents que nous devons vous mettre à disposition en tant qu'employeur pour y avoir droit. Donc voilà, donc de nouveau, je ne connais pas le mécanisme spécifique auquel vous faites référence. Je connais des choses autour des CPS, mais voilà, dans des questions par écrit, c'est parfois difficile de voir exactement quelle aide vous ciblez. Mais d'une façon générale, si vous êtes éligible et qu'on doit remplir un papier pour ça, il n'y a évidemment aucun souci qu'on remplisse ce papier en tant qu'employeur. Merci Maxime. Nicolas, désolé de te décevoir. Je n'ai pas encore une question pour toi sur les chiffres. C'est que tu as dû être très clair dans tes propos. Je me retourne vers Anne-Laure à nouveau. Anne-Laure, nous avons une question de Yves Denis, qui est membre de Smart Belgique, qui nous demande qu'en est-il des... excusez-moi, je reprends la question. Donc, il nous indique bonjour, merci pour vos initiatives. Est-ce que Smart ne serait-elle pas un des opérateurs légitimes afin d'interpeller le politique pour la mise en place de l'allocation universelle, qui refait fortement surface un peu sur le débat public aujourd'hui? Anne-Laure, quelle est la position de Smart par rapport à cette idée politique de mise en place d'une allocation universelle? Alors, il y a plusieurs éléments qu'on peut partager autour de cette question. Pour la question du revenu universel, c'est pas l'objet ou le projet de Smart. Par contre, on s'allie à d'autres structures qui sont porteuses de ces éléments et là, on peut parler de plaidoyer. Ce que par contre Smart a relayé très fortement pendant cette crise sanitaire et la période de confinement, c'est de plaider pour un revenu de quarantaine, c'est-à-dire une somme qui pourrait être mise à disposition de l'ensemble des entrepreneurs qui soient dans un statut salarié, comme quand on opère au sein de Smart ou d'une coopérative d'activité en France. Ça, c'est quelque chose qu'on a porté très fort. Sur des éléments à visée plus longue, qu'est-ce qui va se passer après le Covid? Comment on rénove tous ces éléments? Est-ce qu'on continue à travailler à la tâche ou est-ce que plutôt que l'auto-entrepreneuriat, on pourrait soutenir de l'auto-salariat et prôner un revenu qui soit satisfaisant, respectueux et non plus en lien avec le fait de dépendre du marché ou des clients? Ça, effectivement, c'est des choses qu'on peut travailler, alors soit du côté des syndicats et parfois on est en relation et en proximité avec ces éléments-là et les rapports de force à activer, soit avec d'autres structures avec qui on s'allie et on relaie les questions liées au plaidoyer. Donc nous, on soutient vraiment tout ce qui va être en lien avec les droits sociaux et ce fameux revenu de quarantaine pour lequel on plaide et on plaide encore. Voilà, j'ai fini. D'accord. D'accord, merci Anne-Laure. Maxime, encore une question pour toi qui nous est posée sur Smart Belgique concernant l'achat EPI.
Marie-Claude Dubois nous dit: je suis sociétaire en Belgique. Est-ce qu'il est imaginable que Smart négocie des conditions d'achat groupé pour les EPI, c'est-à-dire les masques, les gels, si nous avons besoin dans notre activité, éventuellement pour des abonnements à des outils de visioconférence, par exemple Zoom? Marie-Claude Dubois nous indique également qu'elle nous remercie pour tout ce que nous faisons et qu'elle se sent tellement moins seule que si elle était indépendante. On te remercie, Marie-Claude, pour ce gentil commentaire. Maxime, que peut-on répondre à Marie-Claude? Bonjour Marie-Claude. Et donc, il est tout à fait imaginable que Smart négocie des conditions d'achat groupées pour les équipements de protection individuelle, donc EPI. En fait, EPI parce que c'est français. Mais quand même, je voudrais revenir sur ce que Anne-Laure disait tout à l'heure. Il est déjà acquis qu'il est impossible, en tout cas très difficile pour nous, d'organiser la distribution d'équipements de protection individuelle à tout le monde parce que forcément, ça nécessite aussi de mettre en place toute une logistique sanitaire pour que l'échange, quand on donne un masque à quelqu'un, il faut que tout le monde soit en sécurité à ce moment-là. Il s'avère aussi que sur le territoire français en particulier, c'est bien beau de dire on va distribuer ça dans tous nos bureaux. Imaginons qu'on arrive à le faire, mais bon, en Belgique, tout le monde est à une demi-heure d'un bureau Smart. En France, il y a des gens, ils sont à plus de 2 heures et demie de leur bureau. Comment est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Alors évidemment, il y a toujours les envois postaux, mais bref, on a acté que c'était fort compliqué de faire ça. Donc, on est en train d'envisager l'achat groupé pour autant qu'on arrive à mettre en place quelque chose qui permet l'achat groupé ou en tout cas des conditions favorables aux sociétaires de Smart, mais qu'ils l'achètent eux-mêmes puisque nous-mêmes, on ne saura pas assurer la distribution. Donc voilà, c'est un exemple des questions sur lesquelles on est en train de travailler. Donc on a une équipe de travail qui travaille sur les questions des conditions de reprise de vos activités, de la meilleure manière de les faire dans les meilleures conditions sanitaires. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider au mieux sur la question des protections dont vous avez besoin? Une des pistes qu'on creuse aussi, de nouveau, à voir si c'est réaliste, c'est de dire vous êtes tenu d'avoir ces équipements. A priori, toutes les obligations professionnelles auxquelles vous êtes soumis, c'est à vos activités de les financer. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible, de nouveau dans le cadre d'une mesure à ajouter au plan Corona, que de façon collective, la coopérative intervienne pour l'achat ou pour oui, c'est ça, pour compenser une partie des achats de vos équipements de protection individuelle. Ça m'étonnerait qu'on sache de nouveau, dans le même ordre d'esprit, acheter 100 masques à chacun des sociétaires. Je ne suis même pas sûr que chaque sociétaire a besoin de 100 masques. Mais si la coopérative pouvait participer à l'achat des premiers équipements de protection, par exemple, ou d'un certain nombre d'équipements de protection par mois ou par prestation, c'est aussi une des questions qu'on étudie. Voilà. Et comme ça a été dit tout à l'heure, je pense, c'est dans les jours ou en tout cas dans la semaine à venir que plus d'informations seront disponibles sur ces questions-là, toutes les questions liées à la reprise, puisque le déconfinement, il commence petit à petit maintenant. Donc c'est pas dans 3 mois que vous devez avoir les réponses à ce genre de questions, mais c'est dès que possible. Merci Maxime. On arrive vraiment petit à petit au bout, mais je ne voudrais frustrer personne. Et donc, comme les questions continuent à arriver, si vous voulez bien, on va encore en prendre une ou deux maximum, c'est promis. Maxime, je me retourne à nouveau vers toi. Donc, on a déjà abordé ces questions de lobbying, mais peut-être que c'est intéressant d'y revenir parce que il y a une nouvelle question qui est posée à ce sujet-là, notamment de Thomas Gobert qui dit, côté lobbying, quelle est actuellement notre force de frappe, justement, de par notre nature un peu alternative? Est-ce que, à ton analyse, les gouvernements nous facilitent la vie ou plutôt le contraire? C'est ni l'un ni l'autre. Le monde est heureusement ou malheureusement ni blanc ni noir. Et donc certaines mesures, je le disais en toute introduction, il reste toute une série de combats à mener. Donc toute une série de mesures qui sont en place ou qui sont prises par les gouvernements le sont en étant pensées sur les canevas classiques, historiques, un peu du monde du travail d'avant, même s'il continue à exister. Donc, des entreprises qui ont des salariés et les gens qui sont indépendants ou qui ont leur propre entreprise. Donc, en ça, toute une série de décisions qui sont prises.
c'est pas qu'elles nous mettent des bâtons dans les roues, c'est juste qu'elles ne tiennent pas compte de l'existence d'alternatives à l'entrepreneuriat. À l'inverse, on le voit bien dans la réception qu'ont nos actions de plaidoyer, dans les discussions qu'on a de façon plus ou moins formelle avec des responsables politiques. Le modèle qu'on représente, et par sa qualité sociale et humaine, et par le nombre de personnes qu'il a séduit, intéresse beaucoup les responsables politiques, justement par sa nature alternative. Et donc, il y a une volonté de plus en plus marquée, et cette crise l'a vraiment bien démontré, et ça, des deux côtés de la frontière, de tenir compte et d'essayer de s'adapter et de faciliter la vie de modèles comme le nôtre, de les mettre en avant et de créer des conditions favorables à leur émergence et à leur continuité. Après, je reviendrai à ce que j'ai dit aussi, le processus politique, comme souvent, est un processus long, lent et parfois un peu pénible. Il y a des tractations, des contre-tractations, etc. Rome ne s'est pas faite en un jour, mais globalement, ça avance plutôt dans la bonne direction. Merci Maxime. Dernière question avant de conclure, et je vais te céder la parole, Nicolas, et donc tu ne seras pas laissé de côté par rapport aux questions. Nous avons notamment une question qui est posée par Laurent Guittard, qui est un membre français de Lille, où tu te trouves aussi, Nicolas. Laurent nous indique ceci: il souhaite savoir s'il y a une réflexion sur l'innovation technologique nécessaire en lien avec l'adaptation des métiers à l'évolution des pratiques. Par exemple, il cite que les formateurs devront utiliser du matériel spécifique pour assurer les prestations à distance, investissement de collectif, l'environnement qui évolue. Nicolas, est-ce qu'on peut apporter des éléments de réponse à Laurent? Oui, je salue Laurent au passage, qui est vraiment pas très loin d'ici en effet. Il est évident en fait que Smart en fait, et j'espère quand même en avoir apporté quelques éléments de démonstration, peut-être pas encore tout à fait de preuve, mais tire une partie de ses forces, certaines de ses forces en tout cas, d'une logique de mutualisation. Il est évident en fait que les mutations auxquelles on doit se préparer dans l'organisation des professions, comme par exemple ce que propose comme exemple Laurent, le domaine de la formation des formateurs. Il est évident en fait que si nous souhaitons participer à ces mutations du travail, une voie tout à fait légitime et juste est la voie de la mutualisation, et c'est-à-dire d'essayer d'y travailler ensemble. Il n'est pas exclu effectivement que le plan de relance en fait, ou du moins les différentes mesures de relance que nous souhaitons promouvoir dans les semaines à venir, favorise également ce type d'organisation. Je suis bien évidemment en tout cas très, très, très intéressé à ce genre de choses, dans la mesure où Smart y compris a un intérêt avec un certain nombre de ces métiers. Et donc bien évidemment, en fait, il me semble tout à fait légitime que Smart accompagne la mutualisation. Ça se fait de différentes manières d'un point de vue financier. Ça se fait également en connectant les différents professionnels pour qu'ils puissent faire force et qu'ils puissent s'alimenter les uns les autres. Une démarche de coopération est un long chemin, mais bien évidemment, nous pouvons l'appuyer et la motoriser. Merci Nicolas, merci aussi Maxime et Anne-Laure pour vos propos, vos explications et toutes ces informations que nous pouvions partager aujourd'hui avec toute notre communauté de membres et de sociétaires, ainsi que nos collègues et nos équipes mutualisées qui se retrouvent un peu partout aujourd'hui en France et en Belgique. Nous arrivons donc au terme de cette session live pour laquelle nous étions ravis de pouvoir partager ce moment-là avec vous. Il me reste d'abord à remercier encore les équipes mutualisées et les administrateurs des différents conseils d'administration de Smart France et de Smart Belgique qui font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'aider Smart à passer cette période difficile, à vous aider, à vous accompagner. Il me reste aussi à remercier tous les partenaires qui se joignent à nous dans les différents combats, si je puis dire, que nous menons. Remercier aussi, bien qu'on est toujours évidemment en attente de plus et qu'on a parfois, et peut-être vous les premiers, nos sociétaires, nos membres, un goût de trop peu par rapport à ce qui est mis en place, mais il y a quand même aussi des hommes et des femmes derrière les institutions publiques qui se mouillent et qui essayent de comprendre nos modèles, de comprendre les cadres qu'il faut faire évoluer pour pouvoir apporter des réponses à vos réalités de travail.
Donc nous les remercions aussi pour cette écoute attentive et nous espérons qu'ils continueront à nous entendre et à nous aider à faire évoluer les cadres réglementaires. Je remercie aussi la Régie TV qui nous a accompagnés dans la mise en place logistique de ce live que vous avez pu suivre. Et puis surtout, pour le mot de la fin, je souhaite vous remercier, vous, les sociétaires, les membres qui nous suivent, nous font confiance et nous permettent d'exister en tant que coopérative, en tant qu'entreprise partagée. C'est grâce à vous que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui et nous vous remercions vraiment 1000 fois. Nous sommes de tout cœur avec vous, courage dans cette période difficile et nous ferons tout ce que nous pouvons, dans la mesure de nos moyens évidemment, de pouvoir vous aider à faire face à cette situation. Voilà. Restez évidemment connectés avec nous via notre blog, via les différents mails que nous veillerons à continuer à envoyer dès que l'information pourra vous être transmise et au prochain live ou à la prochaine Assemblée générale qui, pour rappel, aura lieu les 22 et 23 juin. Voilà. Bonne fin de journée à tous, bon après-midi, merci à tous. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.